À l'été 1998, mon voisin Coleman Silk, retraité depuis 2 ans après une carrière à l'université d'Athéna où il avait enseigné les lettres classiques pendant une vingtaine d'années, puis occupé le poste de doyen les 16 années suivantes, m'a confié qu'à l'âge de 71 ans, il vivait une liaison avec une femme de ménage de l'université qui n'en avait que 34. 2 fois par semaine, elle faisait aussi le ménage à notre poste rural, baraque de planches grises qu'on aurait bien vu abriter une famille de fermiers de l'Oklahoma contre les vents du Dust Bowl dans les années 30 et qui, en face de la station-service, à l'écart de tout, solitaire, fait flotter son drapeau américain à la jonction des 2 routes délimitant le centre de cette petite ville à flanc de montagne. La première fois que Coleman avait vu cette femme, elle lessivait le parterre de la poste. Il était arrivé tard, quelques minutes avant la fermeture, pour prendre son courrier. C'était une grande femme maigre et anguleuse, des cheveux blonds grisonnants tirés en queue de cheval, un visage à l'architecture sévère comme on en prête volontiers aux pionnières des rudes commencements de la Nouvelle-Angleterre, austère villageoise, dure à la peine, qui, sous la férule du pasteur, se laissait docilement incarcérer dans la moralité régnante. Elle s'appelait Fonia Fairley et plaquait sur sa garce de vie l'un de ces masques osseux et inexpressifs qui ne cachent rien et révèlent une solitude immense. Fonia habitait une chambre dans une laiterie du coin, où elle aidait à la traite des vaches pour payer son loyer. Elle avait quitté l'école en 5e. L'été où Coleman me mit dans la confidence fut celui où, hasard opportun, on éventa le secret de Bill Clinton jusque dans ses moindres détails mortifiants, plus vrais que nature, les faits vérité et la mortification dus l'un comme l'autre à l'âpre précision des faits. Une saison pareille, on n'en avait pas eu depuis la découverte fortuite des photos de Miss Amérique dans un vieux numéro de Penthouse. Ces clichés du plus bel effet qui la montraient nue à 4 pattes et sur le dos avaient contraint la jeune femme honteuse et confuse à abdiquer pour devenir par la suite une pop star au succès colossal. En Nouvelle-Angleterre, l'été 1998 s'est distingué par une tiédeur, un ensoleillement délicieux, et au baseball, par un combat de titans entre un dieu du home run blanc et un dieu du home run café au lait. Mais en Amérique en général, ce fut l'été du marathon de la tartufferie, le spectre du terrorisme qui avait remplacé celui du communisme comme menace majeure pour la sécurité du pays, laissait la place au spectre de la turlute. Un président des États-Unis quadragénaire, plein de verdeur, et une de ses employées, une drôlesse de 21 ans, folle de lui, batifolant dans le bureau ovale comme 2 ados dans un parking, avaient rallumé la plus vieille passion fédératrice de l'Amérique, son plaisir le plus dangereux peut-être, le plus subversif historiquement, le vertige de l'indignation hypocrite. Au Congrès, dans la presse, à la radio et à la télé, les enfoirés à la vertu majuscule donnaient à qui mieux des leçons de morale dans leur soif d'accuser, de censurer et de punir, tous possédés par cette frénésie calculée que Hawthorne, dans les années 1860 j'aurais été pour ainsi dire son voisin, avait déjà stigmatisé à l'aube de notre pays comme le génie de la persécution. Tous mouraient d'envie d'accomplir les rites de purification astringents qui permettraient d'exciser l'érection de la branche exécutive. Après quoi, le sénateur Lieberman pourrait enfin regarder la télévision en toute quiétude et sans embarras avec sa petite fille de 10 ans. Non. Si vous n'avez pas connu 1998, vous ne savez pas ce que c'est que l'indignation vertueuse. L'éditorialiste William F. Buckley, conservateur, a écrit dans ses colonnes « Du temps d'Abélard, on savait empêcher le coupable de recommencer », insinuant par là que pour prévenir les répréhensibles agissements du président, ce qu'il appelait ailleurs son incontinence charnelle, la destitution, punition anodine, n'était pas le meilleur remède. Il aurait mieux valu appliquer le châtiment infligé au XIIe siècle par le couteau des sbires du chanoine Fulbert au chanoine Abélard, son collègue coupable de lui avoir ravi sa nièce, la Vierge Héloïse, et de l'avoir épousée. La nostalgie nourrie par Buckley pour la castration, juste rétribution de l'incontinence, ne s'assortissait pas, telle la fatwa lancée par l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie, d'une gratification financière propre à susciter les bonnes volontés. Elle était néanmoins dictée, cette nostalgie, par un esprit tout aussi impitoyable et des idéaux non moins fanatiques. En Amérique, cet été-là,
a vu le retour de... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.